Salutations. La solitude n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, la solitude est mal vue. Si tu dis que tu es seul, on te regarde avec un mélange de pitié et d'inquiétude, comme si quelque chose n'allait pas chez toi. Et si tu dis que tu choisis d'être seul, là c'est encore pire. On te dit que tu te renfermes, que tu devrais sortir plus, voir du monde, t'entourer. Comme si être entouré, c'était forcément une preuve que ta vie va dans le bon sens. Dans notre époque, être seul est presque devenu une faute, un échec social, quelque chose à corriger. Mais pose-toi une vraie question. Honnêtement, depuis quand la quantité de gens autour de toi est devenue un indicateur de réussite? On vit dans un monde saturé de bruit, des messages, des notifications, des soirées, des avis, des attentes. Toujours plus de présence, toujours plus de stimulation. Et paradoxalement, jamais autant de gens ne se sont sentis aussi perdus. Parce qu'être entouré n'a jamais garanti d'être bien. Et être seul n'a jamais automatiquement voulu dire être faible. Le vrai problème, c'est pas la solitude. Le vrai problème, c'est qu'on mélange tout. On confond être seul et être abandonné. Être seul et être rejeté. Être seul et être incapable de créer du lien. Alors que ce sont des choses complètement différentes, rien à voir. Il existe une solitude qui détruit, une solitude qui isole, qui fait mal et qui ronge. Et il existe une solitude qui construit, une solitude volontaire, une solitude lucide, une solitude choisie. Et tant qu'on ne fait pas cette distinction, on passe complètement à côté du sujet. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas par théorie. Je connais très bien la solitude. Je l'ai subie pendant des années, des décennies même, vraiment subie. Et depuis plusieurs années maintenant, je la choisis consciemment, volontairement. Pas par rejet des autres, pas par peur, mais parce que j'ai compris la différence entre les deux. Dans cette vidéo, on va pas parler de devenir antisocial. On va pas parler de fuir le monde, on va pas parler de se croire au-dessus de qui que ce soit. On va parler d'un choix, d'une frontière, d'un moment où tu comprends que rester entouré à tout prix peut parfois te coûter beaucoup plus cher que d'accepter d'être seul pendant un temps. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre la solitude subie et la solitude choisie. Et c'est exactement cette différence qui peut changer une vie tout entière, crois-moi. On va parler un petit peu d'une voix ancienne et respectée. Quand on parle de solitude aujourd'hui, on en parle comme d'un accident, comme de quelque chose qui arrive quand tout le reste a échoué. Mais historiquement, la solitude n'a jamais été vue comme ça, jamais. Pendant des siècles, ce sont précisément ceux qui cherchaient à devenir plus lucides, plus solides, plus maîtrisés, qui l'ont choisi volontairement. Prends les samouraïs par exemple. Le samouraï ne s'entraîne pas entouré de monde. Il répète les mêmes gestes, seul, dans le froid, pendant des années. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il sait une chose simple. La discipline ne se construit pas sous les applaudissements. La solitude pour lui, c'est pas un manque, c'est une condition. C'est ce qui lui permet de maîtriser ses émotions, de ne pas paniquer, de ne pas réagir à chaud, de rester droit quand tout vacille. Regarde maintenant les moines, les ascètes, dans des traditions complètement différentes, à des époques très variées. Ils se retirent du monde, ils coupent le bruit, ils acceptent le silence. Pas parce qu'ils haïssent la vie, ils l'aiment, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup refusent d'entendre. Tant que tu es constamment stimulé, surtout à notre époque, tu ne vois rien de ce qui se passe à l'intérieur. Le silence devient alors un outil, un espace de clarté, un endroit où tu ne peux plus te mentir. Les philosophes antiques, eux aussi, parlaient déjà de ça. Ils mettaient en garde contre la foule. Pas parce que la foule est mauvaise, mais parce qu'elle est normative. Elle te dit ce que tu dois vouloir, ce que tu dois désirer, ce que tu dois craindre. Et penser seul, prendre du recul, s'extraire temporairement du groupe, c'était la seule manière de ne pas vivre une vie dictée par les autres. Même chez les guerriers, les chefs, les stratèges, la solitude avait une place très précieuse. Avant une bataille, avant une décision importante, avant un choix irréversible, ils s'isolaient, ils faisaient le vide, ils coupaient les influences. Parce qu'ils savaient que décider dans le bruit, c'est souvent décider sous pression. Et décider sous pression, c'est rarement décider juste, tu le sais. Dans toutes ces cultures, dans toutes ces époques, la solitude n'était pas vue comme une faiblesse. Elle était vue comme une épreuve volontaire, un passage nécessaire, une manière de se préparer à quelque chose de plus grand. Et c'est là que le contraste avec notre époque devient évident. Aujourd'hui, on fuit la solitude, on la remplit, on la masque, on la compense, comme si être seul était dangereux. Alors qu'en réalité, ce qui est dangereux, c'est de ne jamais l'être, seul.
D'abord de la solitude subie, celle qui te détruit. Il faut être clair sur un point. La solitude, c'est pas toujours noble, elle n'est pas toujours choisie. Et quand elle est subie, elle peut faire énormément de dégâts. Moi, la solitude subie, je l'ai connue très tôt. Enfance, adolescence, début de vie d'adulte. Pendant longtemps, j'ai pas été seul parce que je le voulais. J'ai été seul parce que j'étais mis à l'écart. Moquerie, rejet, harcèlement généralisé. Tous les jours, voire même des incitations à commettre le pire. Des regards qui te font comprendre que tu n'es pas à ta place, que tu es différent et que tu seras toujours seul et rejeté. Quand ça arrive tôt dans ta vie, ça ne reste pas à la surface, ça s'infiltre, ça s'installe. Ça travaille ton estime de toi, jour après jour. Le problème, ce n'est pas ce que les autres te disent. Le vrai problème, c'est ce que toi, tu finis par te dire. Tu commences à douter, à te demander ce qui cloche chez toi, à croire que si les autres te rejettent, c'est forcément que tu le mérites. Et là, un cercle vicieux se met en place. Tu perds confiance, tu te renfermes, tu deviens moins à l'aise, moins naturel. Et forcément, tu renvoies une image plus fragile, plus hésitante. Ce qui provoque encore plus de rejet. Tu passes pour une victime car tu te considères comme une victime. À cette époque, j'avais très peu d'amis, parfois aucun, et ce pendant 20 ans. Et surtout, une idée a commencé à s'ancrer profondément dans ma tête. Je serai toujours seul. Pas comme une pensée passagère, comme une certitude. On m'avait presque convaincu que personne ne pourrait vraiment m'aimer, que jamais une femme ne voudrait de moi, que j'étais destiné à rester en marge. Et quand cette croyance s'installe, elle devient extrêmement dangereuse. Parce que tu n'agis plus pour construire, tu agis pour compenser. Tu fais plus d'efforts que nécessaire, tu donnes trop, tu essayes de plaire, tu te dévalorises parfois, sans même t'en rendre compte. Ou à l'inverse, tu te coupes complètement, tu t'isoles encore plus, tu te réfugies dans des bulles où personne ne peut te juger, comme les jeux vidéo notamment. Dans les deux cas, la solitude subie ne t'élève pas. Elle use, elle tord ta perception de toi-même, elle te fait croire que ton problème c'est qui tu es. Et c'est pour ça que je le dis sans détour. Romantiser la solitude subie, c'est une erreur. C'est pas une force, c'est pas une épreuve noble, c'est une blessure. Mais, et c'est là que la suite est essentielle, c'est pas une fatalité. Parce que j'ai compris plus tard que cette solitude-là n'avait rien à voir avec celle dont on parlait juste avant, la solitude choisie, et que rester dedans trop longtemps, ça peut te détruire. Mais qu'en sortir de la solitude subie, ça peut tout changer. Il y a un décalage invisible. À cette solitude subie s'ajoutait autre chose, quelque chose de plus silencieux, de moins visible. J'étais en décalage. Intellectuellement, j'avais la chance d'être assez en avance dans le milieu scolaire. À l'époque, je m'ennuyais énormément. Pas une fois de temps en temps, constamment. Quand tu t'ennuies autant à chaque seconde qui passe, tu n'es pas juste démotivé, tu es livré à toi-même. Tu as du temps, beaucoup trop de temps. Et ce temps, tu le passes à penser, à refaire les scènes, à ruminer, à analyser tout ce que les autres disent de toi, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent de toi. Et quand une personne autour de toi ne semble pas fonctionner sur la même fréquence, ce temps devient lourd, très lourd. Alors comme beaucoup, j'ai cherché des échappatoires, des endroits où je pouvais me couper du monde, m'anesthésier le cerveau, où je pouvais disparaître sans être jugé. Je me suis isolé, de plus en plus. Pas par arrogance, pas par mépris, je voulais l'amour des autres, je voulais des amis. Mais parce que c'était plus simple que d'expliquer ce que je ressentais. Et surtout parce que j'avais ce sentiment permanent d'être à part. Différent dans ma manière de penser, différent dans mes centres d'intérêt, différent dans ma façon de voir la vie. Et ce sentiment, quand il n'est pas compris, peut te pousser dans deux directions très claires. La première, c'est le repli. Tu te fermes, tu te caches, tu réduis ton monde pour éviter la friction. La seconde, c'est exactement l'inverse. Tu te surinvestis dans les relations. Et moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Je donnais beaucoup, trop parfois. Tout, je donnais tout, toujours disponible, toujours volontaire, toujours prêt à faire des efforts supplémentaires. Je prenais l'initiative, j'essayais d'être drôle, de détendre l'atmosphère, de faire le lien, de consommer plus que les autres. Comme si je devais mériter ma place, comme si j'avais peur de perdre les gens. Comme si, au fond, je savais que j'étais pas vraiment à ma place. Mais je voulais quand même y rester, pour ne pas être seul. Et c'est ça le décalage invisible. C'est pas juste d'être seul, c'est d'être entouré parfois, et quand même se sentir mal aligné, à côté. Ce décalage, s'il n'est pas compris, il ne disparaît pas. Il s'accumule, il fatigue, et il peut t'emmener très loin de la personne que tu pourrais devenir. Jusqu'au moment où, tu touches le fond.
En général, c'est pas brutalement, c'est pas violemment, c'est lentement, en silence, dans la solitude. Il y a un point bas silencieux. Arrive un moment où tout ce que tu as accumulé finit par te rattraper. Pour moi, ça s'est cristallisé vers mes 22 ans. Pas dans un événement spectaculaire, pas dans un effondrement brutal, même s'il y en a eu beaucoup, mais dans quelque chose de plus insidieux. J'étais seul, vraiment seul. Plus d'amis, plus de cercle, plus de repères sociaux solides. Loin de ma famille. Je séchais les cours, et pourtant j'étais premier de la classe. Comme si la réussite n'avait plus aucun goût. Je vivais dans un tout petit espace, 8 mètres carrés, pendant 2 ans. Un endroit qui reflétait assez bien mon état intérieur. Désorganisé, négligé, sans structure, mes journées se ressemblaient toutes. Je jouais, je fumais, je mangeais mal, je dormais n'importe comment, je vivais honnêtement salement. Sans fierté, sans élan de vie. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que de l'extérieur, ça se voyait presque pas. Il n'y avait pas de cris, pas de pleurs, pas de drame, juste une lente dérive. Et sur le plan sentimental, ça a été une période très douloureuse. Des relations sentimentales qui font très mal. Des relations où tu donnes beaucoup, où tu t'accroches, où tu espères que l'autre va combler quelque chose en toi. Mais quand tu es déjà vide, personne ne peut vraiment te remplir. Chaque rupture laissait une trace, un doute de plus, une fatigue supplémentaire. Et toujours cette petite voix dans le fond. Tu vois, c'est normal, tu finis toujours seul. C'est ça le point bas silencieux. C'est le moment où tu ne dis pas il faut que je change, mais où tu sens profondément que continuer comme ça peut plus durer, ça va t'amener nulle part. Tu touches pas le fond d'un coup, tu t'enfonces lentement, jour après jour, sans même t'en rendre compte. Et c'est souvent dans ce silence-là que quelque chose commence à bouger. Pas encore un déclic, pas encore forcément une décision, mais au moins une intuition. L'intuition que rester comme ça, ce n'est plus une option. Si ce que je viens de dire déjà te parle, si tu t'es reconnu dans cette phrase-là et dans le reste, prends déjà juste 2 secondes pour liker la vidéo, pas pour l'algorithme, mais surtout parce que ça montre que ce contenu t'aide vraiment. Et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos profondes comme celle-ci, et à me livrer pour essayer de t'aider et de t'apporter des clés. Tout ça demande beaucoup de travail également, et je te le propose gratuitement. Alors rétribue-moi avec un petit like, un commentaire et partage à tes proches. Merci beaucoup. On va parler de la bascule maintenant. Choisir la solitude, volontairement. Pour en revenir à cette bascule, choisir la solitude, il n'y a pas de déclic forcément spectaculaire, pas de phrase magique, pas de révélation soudaine, pas de matin où je me suis levé en me disant « ça y est, tout va changer ». Enfin si, j'ai essayé, mais à chaque fois ça échouait. La balance, elle a été progressive, lente, presque invisible au début. Mais quelque chose a commencé à se construire, la confiance. Pas la confiance arrogante, pas l'ego, la vraie confiance. Celle qui ne dépend pas du regard des autres. Comprendre simplement que tu es formidable, comme tout le monde. Petit à petit, j'ai compris que beaucoup de choses qu'on m'avait fait croire étaient fausses. Qu'on m'avait collé des étiquettes qui ne m'appartenaient pas. Qu'on m'avait répété des histoires que j'avais fini par prendre pour des vérités. Et à mesure que cette confiance revenait, une chose très importante a changé. La solitude mentale a disparu. Je pensais être seul. Enfin, je pouvais être seul, pardon, sans me sentir vide, sans me sentir rejeté, sans me sentir inférieur. J'étais plus seul contre moi-même. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Il y a une énorme différence entre être seul dans sa tête et être seul dans sa vie. La première te détruit, la seconde peut être choisie. À partir de ce moment-là, la solitude c'était plus une fatalité, c'était une option, une solitude logistique, concrète, assumée. C'est comme ça. Pas une fuite, pas une punition, un espace volontaire pour me recentrer, me construire et avancer sans parasite. Un exemple très simple. À un moment donné, bien plus tard dans ma vie, j'ai décidé de passer la plupart de mes nouvel an seul. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée. Pas parce que j'avais personne, j'avais plein d'options de soirée, pas parce que j'étais triste, j'étais heureux, mais parce que j'en avais besoin. Besoin de silence, besoin de clarté, besoin de ne pas me forcer à être quelque part, juste pour causer une cache sociale. Et ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. De la paix. Pas de faux mots, pas de regrets, pas de vide. Juste la sensation d'être exactement là où je devais être. Chez moi, devant une feuille et un stylo. Et travailler sur la personne que je voulais devenir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la solitude pouvait changer de nature.
qu'elle pouvait passer de quelque chose qui te tombe dessus à quelque chose que tu choisis. Et quand tu fais ce choix consciemment, tout commence à se réorganiser. Les choses s'améliorent drastiquement. Parfois, il faut couper pour se respecter. Choisir la solitude, c'est pas juste accepter d'être seul, c'est aussi accepter une chose beaucoup plus difficile. Couper. Couper avec certaines personnes, certaines habitudes, certains liens. Et ça, très peu de gens ont le courage de le faire. D'abord sur le plan sentimental. Personnellement, quand je mets fin à une relation, je coupe avec le passé. Vraiment. Pas par haine, pas par colère, mais par cohérence. Si une relation se termine, c'est soit que ce n'était pas la bonne personne, soit qu'il y a eu un manque de respect, un manque de considération. Dans les deux cas, continuer à entretenir ce lien, c'est se maintenir artificiellement dans un état émotionnel qui n'est pas propice à avancer. Je ne crois pas aux demi-mesures émotionnelles. Rester attaché au passé, c'est souvent retarder la construction du futur. Couper, ce n'est pas effacer ce qui a existé. C'est reconnaître que ce chapitre est clos. Et cette logique, je l'ai appliquée aussi dans mes relations amicales. Avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Tout le monde n'est pas censé te suivre toute ta vie. Certaines personnes entrent dans ta vie pour une période, d'autres pour une étape, très peu pour le long terme. Et parfois, le problème n'est pas un conflit, pas une trahison frontale, juste un désalignement. Des trajectoires qui ne vont plus dans la même direction, des valeurs qui ne sont plus les mêmes, des habitudes qui tirent vers le bas. Dans ces situations-là, je coupe pas sur un coup de tête, je fais toujours la même chose. J'essaye d'élever les autres. Je pousse, je motive, je conseille, je tends la main. Pendant des mois parfois, voire même des années. Mais il y a une règle non négociable. Si malgré tout rien ne change et que la relation commence à me ralentir, alors je me retire. Sans haine, sans cri, sans drame. Je coupe. Et je passe à autre chose. Et pour être totalement honnête, ça ne concerne pas que des relations superficielles. J'ai coupé des personnes qui comptaient énormément pour moi. J'ai coupé mes 2 meilleurs amis. Pas sur un coup de tête, pas par orgueil, pas par froideur. Ça a été difficile. Le premier parce qu'il s'enfonçait depuis longtemps dans de la consommation que je peux pas détailler ici, et dans des comportements qu'il détruisait. Le second parce qu'il gâchait clairement son potentiel, et refusait toute remise en question, sans compter sur sa consommation industrielle de plantes. Pendant des années, j'ai essayé de les tirer vers le haut, discuter, conseiller, avertir, encourager, pas une fois, pas 2 fois, mais encore et encore pendant des années. Jusqu'au moment où j'ai compris une chose très simple. À force de vouloir sauver les autres, je commençais à me ralentir moi-même. Et là, il n'y a pas de débat moral, il n'y a qu'une question de trajectoire. Tu ne peux pas avancer vers la lumière en tenant constamment des gens qui refusent de sortir de l'ombre. Et très récemment encore, il y a une semaine, j'ai quitté tout un groupe d'amis. Pas parce qu'il y a eu un clash, pas parce qu'il y a eu un drame, mais parce que j'ai compris, j'ai appris qu'on parlait dans mon dos. Alors même que pendant longtemps j'ai essayé de tous les pousser vers le haut, de les encourager, de les soutenir, alors que c'était un panier de crabes entre eux. À partir de là, il n'y a plus rien à discuter. Quand je coupe, c'est toujours après avoir essayé. Mais quand je coupe sans émotion, sans haine, sans ressentiment. Je cherche pas à punir, je cherche pas à avoir raison. Je choisis simplement de ne plus donner accès à ma vie à des personnes qui ne me respectent pas ou qui sabotent la leur. Et ça, c'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Beaucoup interprètent ça comme de la froideur, comme de l'égoïsme, parfois même comme de l'arrogance. En réalité, c'est l'inverse, c'est du respect pour moi et aussi pour l'autre. Parce que rester par habitude, par peur d'être seul ou par culpabilité, c'est souvent mentir aux deux. Ce qui me permet d'agir comme ça, c'est quand même pas évident, c'est en grande partie le stoïcisme. Je t'en parlerai beaucoup en vidéo, c'est très important pour moi. C'est une idée très simple, tu n'as que le contrôle sur toi-même, sur tes choix, tes réactions, tes valeurs. Je ne nourris aucune rancœur. Je n'en veux à personne, même aux gens qui m'ont harcelé dans mon enfance. J'ai pardonné depuis longtemps, mais je refuse de laisser des personnes qui ne prennent pas soin de leur propre trajectoire avoir un pouvoir sur la mienne, parce qu'il y a une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent éviter.
Tu deviens la somme des personnes que tu fréquentes. Alors la question n'est pas qui vas-tu perdre en coupant. La vraie question c'est qui es-tu en train de devenir si tu ne le fais pas, si tu restes proche de ces personnes, surtout si tu as essayé de les aider et que rien ne change et qu'ils te tirent vers le bas. On parle souvent de ce que la solitude enlève, les soirées, la présence constante, le bruit social, mais on parle beaucoup moins de ce qu'elle te donne. Et pourtant c'est là que tout se joue. La première chose que la solitude m'a apporté c'est du temps. Du vrai temps. Pas du temps occupé, pas du temps distrait, du temps disponible. Du temps pour réfléchir, du temps pour lire, du temps pour travailler sur moi, beaucoup de temps. Du temps pour comprendre ce que je ressentais vraiment et apprendre à maîtriser mes émotions. Et c'est pas juste ce que je ressentais sous l'influence des autres. Quand tu retires le bruit social, tu récupères des heures entières. Et ces heures-là peuvent soit te ronger, soit te construire. La deuxième chose, c'est la clarté mentale. Être seul m'a permis de voir clair sur mes forces, mes faiblesses, mes schémas répétitifs, comment me changer. Quand tu n'as plus personne autour de toi pour te distraire, tu peux plus tricher. Tu vois ce qui va, et surtout tu vois ce qui ne va pas. Cette clarté au début, elle fait mal, mais ensuite elle libère. Et avec cette clarté est venue la discipline. Pas la discipline imposée, pas la discipline pour impressionner, la discipline personnelle. Quand tu es seul, que personne ne te pousse, que personne ne te surveille, que personne ne t'applaudit, soit tu fais les choses, soit tu ne les fais pas. Et cette responsabilité-là, elle forge quelque chose de très solide. Avec le temps, j'ai aussi développé une maîtrise émotionnelle que je n'aurais jamais acquise autrement. Être seul m'a obligé à faire face à mes émotions, sans les projeter sur quelqu'un d'autre, sans les fuir, sans les anesthésier. J'ai appris à ne plus réagir à chaud, à ne plus me laisser emporter, à observer ce que je ressens avant de décider quoi faire. Et enfin, la solitude m'a donné quelque chose de fondamental, une vision de vie. Quand tu es constamment entouré, tu vis souvent avec les objectifs des autres, leurs attentes, leur rythme, leurs peurs. La solitude m'a permis de définir clairement qui je suis, où je vais et pourquoi. Elle m'a permis de comprendre que mon objectif de vie n'était pas de plaire, pas de rentrer dans un moule, mais de devenir la meilleure version de moi-même et surtout d'aider les autres à faire de même, autant que possible et ce, jusqu'à ma mort. La solitude à ce moment-là, ça ressemble plus à un manque, ça ressemble à une fondation, c'est mon outil. Et si je peux en parler avec autant de recul aujourd'hui, c'est pas juste parce que j'ai vécu tout ça. C'est aussi parce que depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne des personnes qui vivent exactement ces phases-là. Des gens perdus, dispersés, qui ont du potentiel mais aucun cadre. Et qui sentent qu'ils ont besoin de faire le tri dans leur vie, leur discipline, leur entourage. Mon travail, concrètement, c'est d'aider ces personnes à se structurer, à retrouver de la clarté et à avancer sans se perdre dans le bruit. Si jamais tu veux de l'aide pour cadrer ton mental, ta nutrition et atteindre le physique de tes rêves, contacte-moi par mail ou sur Instagram, je te garantis qu'on peut exploser ton année 2026. On va parler maintenant un petit peu de la différence entre solitude et isolement. Il y a une confusion énorme autour de la solitude, et c'est une confusion qui est dangereuse. Être seul, ça veut pas dire être coupé du monde. Choisir la solitude ne veut pas dire rejeter les autres, et ça veut pas dire se fermer. Ce que j'ai choisi, ce n'est pas l'isolement, c'est la sélection. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis sélectif. Je choisis avec qui je passe du temps. Je choisis à qui je donne mon énergie, mon attention, mon influence. Et cette sélection n'a rien de froid ou de méprisant. Elle est simplement consciente. Je reste totalement ouverte aux bonnes rencontres. J'en fais très régulièrement. Et je les cherche même très souvent. Mais je laisse plus entrer n'importe qui juste pour remplir un vide. Avec le temps, j'ai appris à identifier des critères humains essentiels pour moi. La bonté, le travail sur soi, la capacité à réfléchir, à discuter et à échanger sur des sujets variés. Une certaine profondeur, et quand c'est possible, des passions ou des valeurs communes. Pas besoin que les gens me ressemblent, mais j'ai besoin au moins qu'ils avancent. Parce qu'une relation, quelle qu'elle soit, n'est jamais neutre. Soit elle t'élève, soit elle t'use. Et choisir la solitude,
c'est justement refuser de rester entouré de personnes qui te maintiennent dans des versions de toi que tu es en train de dépasser. Mais il faut être honnête. Ce choix comporte des risques. Le risque de trop se fermer, de devenir dur, de confondre exigence et mépris. C'est pour ça que des garde-fous sont essentiels. Pour moi, les garde-fous, c'est la maîtrise émotionnelle, la lucidité et une vraie confiance en moi. Quand tu es bien avec toi-même, t'as pas besoin de te protéger en permanence. Tu peux rester ouvert sans te laisser envahir. La solitude choisie ne doit jamais devenir une armure. Elle doit rester un espace qui te permet d'accueillir les bonnes personnes au bon moment pour les bonnes raisons. Ça reste un choix quand même qui est exigeant, qui n'est pas universel, il est dur à faire, il faut être honnête. Choisir la solitude, c'est pas un choix facile. Et c'est clairement pas un choix populaire, malheureusement. C'est souvent un choix qui est mal compris, mal jugé, parfois même considéré comme immoral. On te dira que tu es trop dur, trop exigeant, trop solitaire, que tu devrais lâcher prise, profiter, faire comme tout le monde. Mais ce genre de choix n'a jamais été fait par ceux qui voulaient simplement être à l'aise. Choisir la solitude demande du courage. Le courage de déplaire, le courage d'être incompris, le courage de dire non là où beaucoup disent oui. Ça demande aussi des sacrifices, des moments manqués, des relations importantes qui s'éteignent, des chemins que tu ne prends pas. Et surtout, ça demande une chose que beaucoup préfèrent éviter, la responsabilité. Quand tu choisis la solitude, tu peux plus accuser les autres, tu peux plus te cacher derrière un groupe, tu ne peux plus te définir par comparaison. Tu es seul face à tes choix, seul face à tes échecs, seul face à tes progrès. Et c'est précisément pour ça que ce choix n'est pas universel. Tout le monde n'a pas envie de se confronter à soi-même. Tout le monde n'a pas envie de se regarder sans filtre. Tout le monde ne veut pas payer ce prix. Et c'est très bien comme ça. La solitude choisie, c'est pas une voie supérieure, c'est pas une médaille, c'est pas un badge d'élite. C'est simplement une voie qui est exigeante. Une voie qui te demande plus que ce qu'elle peut te promettre. Une voie qui ne pardonne pas les faux semblants. Mais une voie qui, si tu l'assumes vraiment, te rend extrêmement clair sur qui tu es et la vie que tu veux mener. Et quand tu arrives à ce niveau de clarté, il devient impossible de faire semblant. Tu deviens original, tu deviens assumé, mémorable, et les gens te voudront dans leur entourage, crois-moi. En conclusion, pourquoi choisir la paix plutôt que le bruit ? On vit dans un monde qui glorifie le bruit. Toujours plus de monde, toujours plus d'avis, plus de présence, plus de followers, plus de stimulation. Comme si le silence était dangereux, comme s'il fallait le fuir à tout prix. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le chaos extérieur finit toujours par devenir du chaos intérieur. On est des éponges. A l'inverse, le silence, quand il est choisi, devient un espace pour respirer, un espace pour réfléchir, un espace pour se reconstruire. Choisir la solitude, c'est pas disparaître du monde, c'est arrêter de se dissoudre dedans, c'est se prioriser sans culpabilité, sans haine, sans mépris pour les autres. Parce qu'il y a une vérité simple que personne ne peut contourner, personne. Tu seras avec toi-même du début de ta vie jusqu'à la fin. Alors apprends à être bien avec toi, apprends à te respecter, apprends à avancer sans te perdre dans le bruit. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. La solitude choisie, c'est pas confortable, c'est exigeant, inconfortable, dérangeant. Mais ça a une vertu rare, ça te rend honnête. Honnête sur qui tu es, honnête sur ce que tu veux vraiment, sur la personne que tu es en train de devenir. Et à partir de là, tu peux enfin construire quelque chose de solide. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour avancer vers plus de clarté, plus de paix, plus de cohérence, vers ta meilleure version. Pas pour le regard des autres, mais pour toi et pour ceux qui viendront ensuite dans ta vie. Si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler sur ta discipline, ta structure de vie, ton mental, ta trajectoire globale, je te propose un accompagnement personnalisé. Mental, nutrition et développer un physique légendaire. C'est pas pour tout le monde, c'est pas du développement personnel magique, c'est du travail, de la clarté et de la responsabilité, comme toutes les vidéos que je te fais. Toutes les infos sont en description. Prends le temps de regarder et fais-le seulement si ça résonne vraiment avec toi et je t'aiderai avec
plaisir. Tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Et si ce genre de vidéo t'aide, si tu veux plus de contenu comme celui-ci, sur la discipline, la clarté, le mental, la santé et le fait de construire une vie solide, abonne-toi, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Et surtout si tu connais quelqu'un qui traverse cette phase de solitude, de tri, de remise en question, partage-lui cette vidéo comme j'aurais aimé qu'on me la partage à l'époque, j'aurais gagné du temps. Et laisse-moi un petit like et un petit commentaire pour l'algorithme. Ça peut changer beaucoup de choses pour moi et ça te demande qu'un petit clic. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute, vraiment. On se retrouve à la prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et aimez-vous.